Bonjour à toutes et à tous. Le cours d'aujourd'hui que je vais commenter et expliquer, c'est le cours d'Éric Soutil, qui est le responsable national de cette unité 501. Il portera sur les systèmes linéaires et les matrices, et plus précisément sur la méthode de Gauss-Jordan pour résoudre un système linéaire. Bien. Alors, déjà, c'est quoi un système d'équations linéaires? C'est un ensemble d'équations linéaires portant sur les mêmes inconnus. En général, il se présente sous cette forme-là. Là, par exemple, j'ai un système à m équations linéaires à n inconnus, x1, x2 jusqu'à xn, et les b1 jusqu'à bm, c'est ce qu'on appelle les membres à droite de ces équations. Un système d'équations linéaires peut s'écrire sous forme matricielle. Alors, même si vous n'avez pas étudié les matrices, ça ne posera pas de problème. A, c'est une matrice de taille m croix n, c'est-à-dire un tableau de valeurs rectangulaire à m lignes, n colonnes. X, un vecteur de taille n qui va représenter la matrice colonne des inconnus, des variables x1, x2 jusqu'à xn, et B, un vecteur de taille m, le nombre d'équations, qui va représenter les membres à droite des équations, b1, b2 jusqu'à bm. Pour ceux qui avaient déjà étudié un peu les matrices, lorsqu'on effectue le produit matriciel de A fois X, eh bien on obtient exactement cette partie-là du système. Eh bien, lorsqu'on écrit AX égale à B, ça représente exactement le système linéaire étudié. Bien. Ce que vous devez savoir si vous ne le savez pas, tout simplement, c'est qu'une matrice, c'est un tableau de valeurs rectangulaire qui a un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. Les matrices B et X sont ce qu'on appelle des matrices colonnes ou des vecteurs colonnes. Et celle-là, c'est une matrice rectangulaire à m lignes, n colonnes. Bien. Alors, pour un système linéaire qui s'écrit sous forme matricielle AX égale à B, on a trois cas possibles. Soit le système n'aura pas de solution, soit il aura une unique solution, soit il aura une infinité de solutions. Il n'y a pas de quatrième cas. C'est-à-dire qu'un système d'équations linéaires n'admettra pas seulement deux solutions, par exemple, ou trois solutions. Soit il en a une seule et unique, soit il n'en a pas, soit il en a une infinité. S'il en admet deux, s'il admet deux solutions, ça veut dire qu'il admet une infinité. Et après, on va voir comment décrire cet ensemble de solutions. Exemple, si je considère ce système-là, linéaire à trois équations et deux inconnues x1 et x2, eh bien, il admet une unique solution, x1 égale à 1, x2 égale à moins 2. Si je prends celui-là, deux équations, deux inconnues, il en admet une infinité. C'est des exemples. Là, par exemple, si vous remarquez, la première équation est équivalente à la deuxième, en fait, parce que la deuxième, c'est tout simplement moins 2 fois la première. Donc, c'est comme si on avait seulement la première équation, qui se traduit par le fait que x2 soit égal à x1 moins 1, par exemple. x2 soit égal à x1 moins 1. Et donc, tout vecteur, tout couple de réels tel que la deuxième coordonnée est égale à la première moins 1, ça représentera une solution de ce système, pardon. Par exemple, si vous remplacez x1 par 1 et x2 par 0, vous avez une solution. Pour t égale à 3, par exemple, 3 et 2, c'est une solution. x1 égale à 3, x2 égale à 2, ce sera une solution. Et j'en ai une infinité décrite par un seul paramètre, t.
Alors T, on peut choisir comme lettre T, ou bien X1 ou bien alpha, peu importe la lettre qu'on choisit pour le paramètre. Celui-là, eh bien, ce sera un système qui n'aura aucune solution. Je ne peux pas avoir x1 moins x2 qui est à la fois égal à 1 et moins 2x1 plus 2x2 qui est égal à moins 1. Il n'y aura pas de solution pour celui-là. Et on verra ensuite quels sont les critères pour savoir si un système admet des solutions ou pas. Bien. Le critère essentiel concerne une notion qu'on appelle le rang d'une matrice. Là encore, même si vous n'avez pas, vous n'avez pas travaillé ou étudié les matrices, vous pouvez avoir quand même une idée sur ce que c'est que le rang d'une matrice. Le rang d'une matrice A, c'est le nombre maximal de vecteurs de lignes qui sont linéairement indépendantes. C'est aussi le nombre maximal de colonnes qui sont linéairement indépendantes. On aura le même nombre maximal, que ce soit pour les lignes ou pour les colonnes. Et après, dans l'exemple, on va voir ce que signifie cette chose-là. Si A est une matrice qui a m lignes et n colonnes, de toute façon, le rang ne pourra jamais dépasser ni m ni m. Ça veut dire qu'il sera inférieur ou égal au minimum des deux. Par exemple, pour une matrice qui a 2 lignes, 3 colonnes, le rang ne peut pas dépasser 2 de toute façon. Et puis, c'est également la taille de la plus grande sous-matrice carrée inversible que l'on peut extraire de A. On verra tout à l'heure ce que c'est qu'une matrice inversible. Alors, extraire de A, par exemple, si vous avez cette matrice-là, on peut extraire plusieurs matrices carrées d'ordre 2, par exemple. Je peux extraire la matrice 1, 2, 0, moins 1. Je peux extraire la matrice 1, 2, 1, 3. Je peux extraire la matrice 0, moins 1 et 1, 3, par exemple. Voilà. Alors, l'histoire de linéairement indépendante. Par exemple, si j'ai une ligne 1 qui est égale à 2 fois la ligne 3, eh bien, les lignes 1 et 3 ne sont pas linéairement indépendantes. Il y a une relation de dépendance linéaire entre elles. Si par exemple vous avez L2 qui est égal à L1 plus 4L3, vous avez une relation de dépendance linéaire entre L1, L2 et L3. Ça veut dire que L1, L2 et L3 ne sont pas linéairement indépendantes. Exemple. Si je considère cette matrice A à 4 lignes et 4 colonnes, c'est une matrice carrée, on dit que c'est une matrice carrée d'ordre 4, ou bien une matrice carrée de taille 4 x 4. Alors, je note L1, L2, L3, L4, les lignes de A. Je veux trouver le rang de cette matrice A. Ça veut dire quel est le nombre maximal de lignes qui seront linéairement indépendantes. Déjà, la première remarque, c'est que comme la matrice est non nulle, le rang, c'est au moins 1 déjà. Parce que seule la matrice nulle, par définition, admet un rang nul. La matrice nulle, ça veut dire la matrice où tous les coefficients sont nuls. C'est la seule qui a le rang 0. Dès que vous avez un coefficient non nul, ben, vous avez que le rang est au moins 1 déjà. On sait qu'il est au moins 1 parce qu'il est non nul. Alors, on remarque par exemple qu'entre L1 et L2, il n'y a pas de relation. Je ne peux pas trouver lambda tel que L2 par exemple est égal à lambda L1. Il n'y en a pas. Donc, L1 et L2 sont linéairement indépendantes. Par exemple, lambda fois L1, ce serait la ligne lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Voilà lambda L1. Et une telle ligne ne peut pas être égale à L2. Parce qu'à ce moment-là,
lambda serait égal à moins 1 et 2 lambda serait égal à 1. C'est impossible. Bien. Donc déjà, L1 et L2 sont linéairement indépendantes. Donc déjà, j'ai deux lignes qui sont linéairement indépendantes, donc je sais que le rang sera supérieur ou égal à 2. On peut remarquer aussi, ou bien on peut montrer aussi que la ligne 4 est indépendante des lignes 1 et 2. Je ne peux pas trouver deux coefficients lambda et mu tels que L4 est égal à lambda L1 plus mu L2. Pourquoi, par exemple, rapidement, même s'il faut du temps pour un peu de temps pour le montrer, si j'écris la ligne lambda L1 plus mu L2, alors ça va me faire lambda moins mu en premier coefficient. Ensuite, ça va me faire 2 lambda plus mu en deuxième coefficient. Ensuite, ça va me faire 3 lambda plus 2 mu, troisième coefficient. Et ensuite, 4 lambda plus mu comme quatrième coefficient. Ça, c'est 4 lambda L1 plus mu L2. Donc, je prends celle-là, je la multiplie par lambda. Et celle-là, je la multiplie par mu. Et j'additionne les deux. Alors, une telle ligne ne peut pas être égale à la ligne 4. Pourquoi? Parce que cette première égalité signifie que lambda égale à mu. Si lambda moins mu égale à 0, ça fait lambda égale à mu. Et si lambda égale à mu, ça, ce serait égal à 3 lambda. 3 lambda égale à 1, ça signifie que lambda égale à 1 tiers. Donc déjà, j'ai lambda égale à mu égale à 1 tiers. Ça, ce serait égal à 5 fois lambda. 5 fois lambda égale à moins 2, ça fait lambda égale à moins 2 cinquièmes. Mais j'avais lambda égale à 1 tiers au début. 1 tiers n'est pas moins 2 cinquièmes. Donc voilà. Donc je ne peux pas avoir une telle relation entre L1, L2 et L4. Ça signifie quoi? Ça signifie que L1, L2 et L4 sont linéairement indépendantes. Donc j'ai déjà 3 lignes qui sont linéairement indépendantes. Donc le rang est au moins 3. Par contre, on remarque que L3 est égal à L1 moins L2 plus 2 L4. Si vous faites ce calcul-là, vous allez trouver exactement la ligne 3. Si vous faites la ligne 1 moins la ligne 2 plus 2 fois la ligne 4, vous allez trouver la ligne 3. Donc les 4 lignes de la matrice sont linéairement dépendantes, ne sont pas linéairement indépendantes. Il y a une relation de dépendance linéaire entre elles. Ça veut dire que le rang n'est pas 4, il est inférieur strictement à 4. Eh bien, s'il est inférieur strictement à 4 et qu'il est au moins 3, c'est 3. Le rang de A égale à 3. Le nombre maximal des lignes qui sont linéairement indépendantes est 3. Et ça va être aussi le nombre maximal de colonnes qui seront linéairement indépendantes. Bien. Bien sûr, cette dernière remarque sur les colonnes, il faut la montrer. Mais ce n'est pas l'objet du jour. Bien. Un théorème qui nous donne un critère avec le rang de l'existence et l'unicité des solutions d'un système linéaire. Alors, si j'ai un système linéaire que j'écris sous forme matricielle AX égale à B, avec X contient les n variables ou bien les n inconnus, B, il contient les m réels à droite des équations, et A, une matrice de taille m croix n, ça veut dire m lignes, n colonnes. Eh bien, un tel système d'équations linéaires admet une solution si et seulement si le rang de A, dont on vient de parler, est égal au rang de la matrice augmentée AB. On va voir tout à l'heure ce que signifie que la matrice augmentée A bar B. Par exemple, rapidement, si vous avez x plus y égale à 2, x moins y égale à 3, vous avez A qui est la matrice des coefficients 1, 1
1, moins 1. C'est les coefficients de x et y. Là, j'ai nommé les inconnus x et y, on peut les nommer x1, x2. Donc, on a x qui sera la matrice des inconnus x, y, et b qui sera la matrice des membres à droite 2 et 3. Eh bien, c'est quoi la matrice augmentée AB, comme ça? C'est tout simplement la matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes. 1, 1, 1, moins 1. Ça, c'est A. Et à côté, 2, 3, la matrice B. Voilà. On met une barre de façon esthétique juste pour marquer la séparation de la matrice A avec la matrice B. C'est tout. Donc c'est une matrice à 2 lignes, pardon, 3 colonnes. Eh bien, si le rang de celle-là est égal au rang de celle-là, c'est-à-dire s'il y a autant de lignes indépendantes, linéairement indépendantes, ici comme ici, eh bien, le système admet au moins une solution. Voilà. C'est une équivalence, ça veut dire si le rang n'est pas le même entre les deux matrices, le système n'aura pas de solution. Et en plus, s'ils ont le même rang, si ces deux matrices ont le même rang, et en plus que ce rang-là est égal au nombre d'inconnus ou de variables, eh bien, on est dans le cas d'une unique solution. Par exemple, ici, j'ai deux variables, x et y. Si le rang ici, c'est 2, ce qui est le cas en fait, si on veut le calculer, eh bien, le système admettra une unique solution. Dans le cas où le rang est inférieur strictement à n, de toute façon, il ne peut pas dépasser n par définition de tout à l'heure. S'il est inférieur strictement au nombre d'inconnus, on aura une infinité de solutions. Et encore une fois, si les deux matrices n'ont pas le même rang, il n'y aura aucune solution. Voilà les critères, grâce au rang, de l'existence et de l'unicité des solutions d'un système linéaire. Par exemple, si je considère ce système-là, à 3 équations, 3 inconnus, la matrice A, c'est la matrice des coefficients, des inconnus. Donc si vous avez moins y, ça signifie que le coefficient c'est moins 1, etc. La matrice augmentée, c'est tout simplement d'écrire la matrice A et à côté la matrice B, avec une barre esthétique entre les deux. La barre ne sert à rien, en fait. Si on calcule le rang de A, comme tout à l'heure, par exemple, en cherchant l'indépendance linéaire des lignes, et on calcule le rang de la matrice augmentée AB, on trouve 2 pour les deux. Donc déjà, il y a au moins une solution. Mais le rang est inférieur strictement au nombre d'inconnus qui est ici x, y, z, qui est 3. Donc il y aura une infinité de solutions. Alors ici, par exemple, pourquoi le rang c'est 2? Déjà, on remarque que la ligne 2 et 3 ne sont pas sont linéairement indépendantes. Il n'y aura pas de relation entre les deux. Je ne peux pas obtenir L3, par exemple, en faisant L2 fois quelque chose. Donc déjà, le rang est au moins 2. Et pourquoi c'est pas 3? Eh bien, parce que on remarque que L1 et L2 sont liés. La ligne 2, c'est tout simplement moins 1 fois la ligne 1. Pareil qu'ici. Donc je peux écrire même une relation de dépendance linéaire entre les trois lignes. L2 égale à moins 1 fois L1 plus 0 fois L3 par exemple. C'est une relation de dépendance linéaire qui est une relation non nulle. Il y a au moins un coefficient non nul ici. Et donc le rang n'est pas 3, c'est 2. Voilà. Donc les deux matrices ont le même rang 2. Donc il y a au moins une solution. Le rang est inférieur strictement au nombre d'inconnus, donc il y aura une infinité de solutions. Par contre, pour celui-là, on a changé juste la matrice B. Donc la matrice A n'a pas changé, elle est de rang 2. Par contre, lorsqu'on calcule le rang de la matrice augmentée AB, on trouve 3. On aura les 3 lignes ici qui vont être linéairement indépendantes, contrairement à la matrice A. Eh bien,
Ils n'ont pas le même rang, les deux matrices n'ont pas le même rang, donc le système n'admettra aucune solution. Voilà. Maintenant, passons aux choses concrètes. Comment résoudre concrètement un système avec cette méthode de Gauss-Jordan qui est au programme? Il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes connues pour résoudre un système linéaire. La méthode préconisée dans ces unités, dans ce module-là, c'est l'élimination de Gauss-Jordan. Ou bien on appelle aussi la méthode du pivot de Gauss. Ou bien l'algorithme de Gauss-Jordan. Voilà. Elle sert entre autres à résoudre un système linéaire, à déterminer le rang d'une matrice, à calculer l'inverse d'une matrice, à calculer aussi le déterminant qu'on verra à la fin. Et c'est quoi l'objectif de cet algorithme ou bien de cette méthode? C'est obtenir à partir d'une matrice sa forme échelonnée réduite, qu'on va définir juste tout de suite. Donc cet algorithme sert à obtenir à partir d'une matrice une autre matrice qui est échelonnée et réduite. Et grâce à cette matrice échelonnée réduite, on peut faire plein de choses. On peut résoudre le système de départ, on peut calculer le rang en comptant le nombre de pivots, par exemple. On peut calculer le déterminant en regardant dans l'algorithme, en cherchant les pivots qu'on a calculés pendant l'algorithme. Et on peut inverser une matrice lorsqu'elle est inversible. On verra ça tout à l'heure. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une matrice échelonnée réduite, qui est l'objectif de l'algorithme de Gauss-Jordan? L'objectif final, c'est d'obtenir une matrice échelonnée réduite. D'abord, échelonnée. Une matrice échelonnée est une matrice pour laquelle le nombre de zéros par lesquels commence une ligne augmente ligne par ligne. Augmente strictement ligne par ligne jusqu'à ce qu'il ne reste éventuellement que des zéros. Par exemple ici, les plus représentent des nombres non nuls, attention, qu'on appelle les pivots. Et puis les étoiles représentent des coefficients quelconques qui peuvent être nuls ou pas. Alors, pourquoi c'est une matrice échelonnée? Parce que j'ai bien ici le nombre de zéros précédant la première valeur non nulle de chaque ligne augmente strictement jusqu'à ce qu'il ne reste que des zéros. Là j'en ai 0, là j'en ai 2, là j'en ai 3, et là j'en ai 6, et après il ne reste que des zéros. Donc c'est une matrice échelonnée. Il faut que le nombre augmente strictement. Je ne peux pas avoir le même nombre de zéros dans une ligne et la suivante. Et je parle bien des zéros qui précèdent la première valeur non nulle. Attention, je ne parle que de ces zéros-là par lesquels commence la ligne. Après, ce qui vient après le pivot, peu importe si c'est des zéros ou pas, ça ne nous intéresse pas. Donc ça, c'est la définition d'une matrice échelonnée. Maintenant, lorsqu'elle est, en plus d'être échelonnée, une matrice est échelonnée réduite, lorsqu'en plus d'être échelonnée, les pivots valent 1, tous les pivots, c'est-à-dire les premières valeurs non nulles des lignes, valent 1, et les autres coefficients dans les colonnes des pivots sont nuls. Donc là, la première ligne commence par un 1, et tous les autres coefficients de sa colonne sont nuls. Ensuite, le deuxième pivot, c'est un 1, et les coefficients de sa colonne à lui sont nuls. Et ainsi de suite. Donc deux conditions en plus pour dire qu'une matrice est échelonnée réduite. Il faut qu'elle soit échelonnée, et il faut en plus que les pivots valent 1, et que ce soit les seules valeurs non nulles de leur colonne. Les seules valeurs non nulles de leur colonne. Après, pour ces étoiles-là,
peu importe leur valeur, elles ne nous intéressent pas. Donc c'est ça la forme des matrices qu'on va trouver à la fin de l'algorithme de Gauss-Jordan. Il faut qu'on ait quelque chose comme ça, une matrice échelonnée et qui est réduite. Bien. En quoi il consiste cet algorithme? Eh bien, comment on peut obtenir une matrice échelonnée réduite? En faisant trois opérations autorisées. Trois types d'opérations autorisées seulement, sur les lignes. On peut échanger de lignes. Par exemple, j'échange la ligne 2 et la ligne 3. Les échanger, hein, remplacer L2 par L3, L3 par L2. On peut multiplier une ligne par un nombre non nul, par un scalaire non nul, ça veut dire un nombre non nul. Attention, je ne peux pas multiplier une ligne par 0. Si je multiplie une ligne par 0, j'ai cassé le système, on n'obtient plus une matrice équivalente. Et donc, on n'obtient plus un système équivalent. Et donc, on a modifié l'ensemble des solutions, par exemple. Ou bien, on peut remplacer une ligne par elle-même plus un nombre fois une autre. Ajout du multiple d'une ligne à une autre ligne. Donc, trois opérations autorisées. Ces opérations nous permettent de simplifier notre matrice, simplifier notre système, sans changer l'ensemble de ces solutions. Donc, à toutes les étapes de l'algorithme, les matrices qu'on obtient, ou bien les systèmes qu'on obtient, seront des systèmes équivalents au premier, et donc auront le même ensemble de solutions. Et le dernier système obtenu, ou bien la dernière matrice obtenue, eh bien, sera une matrice échelonnée réduite, et ça, c'est des matrices ou bien des systèmes qui sont très simples à résoudre. Bien. Alors, on va commenter un peu le pseudocode pour ceux qui sont familiers un peu avec l'algorithmique. Le pseudocode de cette méthode-là, comment on l'a construit ou bien comment on l'applique. Étant donné une matrice de dimension m fois n, ça veut dire m lignes, n colonnes. Bien. D'abord, on initialise une variable r égale à 0, part de r égale à 0. Ce r-là va représenter tout au long du chemin l'indice de ligne du dernier pivot trouvé. Voilà. Il faut retenir tout ça pour suivre l'exemple suivant dans lequel on va appliquer cet algorithme. Bien. Pour j de 1 à n. Pour j de 1 à n, c'est-à-dire qu'on va parcourir toutes les colonnes de la matrice de 1 à n. On commence par la première, ensuite on passe à la deuxième, etc., etc. Alors, pour chaque colonne, on cherche la valeur maximale des coefficients de la colonne en valeur absolue. On verra dans l'exemple. Mais pas tous les coefficients. À partir du coefficient qui suit la ligne du dernier pivot. Voilà. On va chercher cette valeur maximale des coefficients en valeur absolue. Et on va noter K, l'indice de ligne de ce maximum. Si ce maximum est non nul, ça signifie que toutes les valeurs qu'on a testées étaient non nulles. Qu'il n'y avait pas que des zéros dans les valeurs testées. Ça veut dire qu'il y avait au moins une valeur non nulle. Et bien à ce moment-là, ça signifierait qu'il y aura un pivot dans cette colonne. On va remplacer R par R plus 1. Donc le pivot, il faut le placer à la position R. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette ligne K dans laquelle on a trouvé le maximum par ce coefficient pour qu'elle puisse commencer par 1. On verra dans l'exemple pour éclaircir tout ça. Ensuite, on va échanger les lignes K et R. Il faut placer le pivot à la bonne position, juste en dessous du dernier pivot trouvé. Et après
avoir échangé les deux lignes et diviser la ligne du maximum par son coefficient pour qu'il puisse commencer par 1, on va regarder les autres coefficients de la colonne et on va tous les annuler en remplaçant la ligne en question par elle-même moins la ligne R du pivot multipliée par le coefficient de cette ligne. On va voir dans l'algorithme comment ça se passe, dans les exemples comment ça se passe. Et après avoir annulé tous les coefficients de la colonne, on passe à la colonne suivante. Voilà. Et on cherche la valeur maximale en valeur absolue à partir du coefficient qui vient juste après l'indice du dernier pivot, et ainsi de suite. Et cet algorithme finira par nous donner une matrice échelonnée réduite, ou bien la matrice échelonnée réduite, à partir de la matrice A, qui est unique en fait. Il existe pour chaque matrice, il y a une seule et unique matrice échelonnée réduite obtenue à partir de A. Voilà. Alors, appliquons cela concrètement. On part d'une matrice A carré d'ordre 3. Et on commence. Première itération, j égale à 1, ça veut dire on regarde la première colonne. J égale à 1, première colonne. Première colonne. R égale à 0, c'était la valeur initialisée. Bien. On cherche dans cette colonne-là la valeur maximale en valeur absolue des coefficients. G2, G-1, G0, la valeur maximale en valeur absolue, c'est 2. Donc ce sera notre premier pivot, 2. Il est situé en première position. L'indice de la ligne qui contient ce coefficient maximal, c'est 1. K égale à 1. K, c'est l'indice de la ligne qui contient le pivot trouvé, la valeur maximale trouvée. Bien. Comme il est non nul, ça veut dire qu'il y avait au moins des valeurs non nulles dans cette colonne. Comme il est non nul, on remplace R par R plus 1. Pour désigner le fait que le pivot sera bien, le premier pivot sera bien dans cette colonne. R égale à R plus 1, donc R égale à 0 plus 1, R égale à 1. Bien. On a R égale à 1, K égale à 1, donc il n'y aura pas d'échange de ligne à faire. R égale à K, parce que dans l'algorithme, qu'est-ce qu'on faisait ici? On échangeait les lignes K et R. Mais K égale à R, donc il n'y a pas d'échange à faire. Ou bien on remplace la ligne 1 par la ligne 1, ce qui revient à ne rien faire. Bien, on verra dans le deuxième exemple un échange de lignes en fait. Ensuite, on divise cette ligne 1 par le pivot, par ce 2. Pourquoi? Pour avoir un 1 comme pivot. Et donc la ligne 1 devient 1 moins 1 demi, 0. Voilà. Après avoir échangé, ou bien on aurait pu diviser, hein, avant d'échanger, ça ne change rien du tout. Parfois on divise avant d'échanger, parfois on échange avant de diviser, ça ne change absolument rien de toute façon. On obtient notre première ligne qui commence par un 1, comme on veut. Et ensuite, on aura un 1 ici. On va analyser ce qui se passe dans la colonne, dans le reste des coefficients de la colonne. On va regarder les autres coefficients. Et le but du jeu maintenant, c'est de les éliminer ou bien de les annuler. Alors, j'ai un moins 1 en ligne 2. Donc on va remplacer la ligne 2 par la ligne 2 moins 1 fois L1. Et ça va nous permettre d'annuler ce moins 1. Pour la ligne 3, on a un 0. Donc rien à faire, c'est déjà un 0. Ça nous arrange. On veut que ce soit un 0.
Ici, on a remplacé la ligne 2 par L2 moins moins 1 fois L1. Attention, L1, c'est la nouvelle L1. Donc le calcul à faire concrètement, je vais le faire une fois ou deux, mais je ne vais pas à chaque fois le refaire. Donc le calcul à faire, c'est quoi? C'était L2. L2, c'est moins 1, 2, moins 1. Après, il faut faire moins moins 1 fois L1. Moins moins 1 fois L1 pour annuler le moins 1. Moins moins 1 fois L1, ça fait plus L1. Donc c'est comme si on faisait L2 plus L1. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 0. 2 moins 1 demi, ça fait 3 demi. 2 plus moins 1 demi, ça fait 3 demi. Et puis 0 plus moins 1, ça fait moins 1. Voilà. Voilà la ligne 2. 0, 3 demi, moins 1. Et on a fini avec la colonne 1. On a le pivot 1 et on a toutes les autres valeurs qui sont nulles. On passe à la colonne 2. Donc on a notre nouvelle matrice. Maintenant, on regarde la colonne 2. On regarde la colonne 2. Donc J égale à 2. Et R, c'était égal à 1, qu'on avait augmenté tout à l'heure. Bien. On regarde maintenant, on cherche la valeur maximale dans tous les coefficients. Attention, de la colonne 2, en dessous de l'indice du dernier pivot. Donc je ne prends pas le moins 1,5 en testant les valeurs, en regardant le plus grand en valeur absolue, mais seulement les valeurs en dessous du dernier pivot trouvé. Du dernier pivot trouvé. Donc je regarde parmi 3,5 et moins 1, lequel est le plus grand en valeur absolue, c'est 3,5. Donc le, le deuxième pivot va être 3,5. Le premier pivot, c'était 2. Il est situé en deuxième ligne, en position 2, 2. Ça veut dire deuxième ligne, deuxième colonne. Donc K égale à 2, l'indice de la ligne dans laquelle on a trouvé le pivot. K égale à 2. Comme il est non nul, on remplace R par R plus 1. Donc R qui était 1 devient 2. On compare R et K. Il faut échanger les lignes R et K. Mais R égale à K, donc il faut remplacer la ligne 2 par la ligne 2, ce qui revient à ne rien faire. Il n'y a pas d'échange de ligne ici. Bien. Et après, on divise la ligne 2, la ligne R, maintenant, par le pivot 3,5. Pourquoi? Pour qu'on ait un 1 ici. On divise toute la ligne par 3,5. Ce qui revient à multiplier par l'inverse de 3,5, c'est-à-dire multiplier par 2 tiers. Et cette ligne devient 0, 1, moins 2 tiers. 0 divisé par 3,5, ça fait 0. 3,5 divisé par 3,5, ça fait 1. Et moins 1 divisé par 3,5, ça revient à faire moins 1 fois 2 tiers et ça fait moins 2 tiers. Voilà. La ligne 2 devient celle-là. Donc, à la deuxième position. Maintenant, on va analyser les valeurs au-dessus et en dessous du pivot dans cette colonne qu'il faut annuler. La première valeur en ligne 1, c'est moins 1,5. On remplace L1 par L1 moins moins 1,5 fois L2 fois la nouvelle ligne 2. Et on obtient la ligne 1 devient 1, 0, moins 1 tiers. Deuxième valeur, en dessous, c'est moins 1. Il faut l'annuler en remplaçant L3 par L3 moins moins 1 fois L2. Et ça nous donne cette ligne-là. Je fais le calcul pour cette dernière, par exemple, ou bien pour la première, puisqu'il y a moins 1,5. Il faut faire L1 qui était 1 moins 1,5, 0, moins moins 1,5 fois L2. Ça veut dire plus 1,5, plus 1,5, fois la ligne 2, la nouvelle ligne 2, celle-là,
0, 1, moins 2 tiers. Donc c'est ça, L1 moins 1 demi fois L2. Ça veut dire plus 1 demi fois L2. Qu'est-ce qu'on obtient? Si je fais 1 plus 1 demi fois 0, ça fait 1. Si je fais moins 1 demi plus 1 demi fois 1, ça fait 0 justement. C'est ce que je voulais. Et si je fais 0 plus 1 demi fois moins 2 tiers, ça fait 0 moins 1 tiers, ça fait moins 1 tiers. 1 demi fois moins 2 tiers, ça fait moins 1 tiers. Et donc j'obtiens la ligne 1. Voilà. Pareil pour la ligne 3. Je la remplace par L3 moins 1 fois L2, ça veut dire plus L2. Et ça permet d'annuler ce moins 1 ici. Et j'obtiens 0,04 tiers. Voilà. On a fini avec la colonne 2. On passe à la colonne 3. Donc la nouvelle matrice obtenue, c'est celle-là. Déjà, elle est déjà échelonnée, mais elle n'est pas encore échelonnée réduite. Parce que j'ai pas un 1 ici, j'ai un 4 tiers. Alors, colonne 3, ça veut dire J égale à 3. R, c'était égal à 2. L'indice du dernier pivot. Hein, l'indice du dernier pivot, c'était 2, ligne 2. Maintenant, je vais regarder toutes les valeurs de la troisième colonne à partir de la troisième valeur, en dessous du dernier pivot. Mais il n'y en a qu'une seule, donc c'est le seul pivot, c'est 4 tiers. Si j'avais plusieurs valeurs en dessous, j'aurais choisi la plus grande en valeur absolue. La plus grande en valeur absolue. Mais puisqu'il y en a une seule, bah c'est le pivot de la troisième ligne, c'est 4 tiers. On l'a trouvé à la ligne 3, donc K égale à 3. Comme c'est non nul, ça veut dire qu'il faut augmenter R et ça devient 3. Ça veut dire que le prochain pivot sera à la position, bien à la troisième ligne. K égale à 3, R égale à 3, donc il n'y a pas d'échange de ligne à faire. Ou bien on remplace la ligne 3 par la ligne 3. Ensuite, on divise la ligne 3 par ce pivot 4 tiers. Donc cette ligne 3, on la divise par 4 tiers. Ça nous donne 0,01. Voilà. 4 tiers divisé par 4 tiers, ça fait 1. Ensuite, on regarde tous les coefficients de la colonne. Il faut les annuler tous, sauf ce 1 là, qui était 4 tiers avant. Il faut les annuler. Donc le premier coefficient, c'est moins 1 tiers. Donc il faut remplacer la ligne 1 par L1 moins 1 tiers fois L3. Et ça nous donne 1, 0, 0. Ensuite, le deuxième coefficient, c'est moins 2 tiers. Il faut remplacer la ligne 2 par L2 moins 2 tiers fois L3. Et ça nous donne 0, 1, 0. Et c'est fini. On obtient, on a fini avec la colonne 3. Voilà, on a parcouru toutes les colonnes, on les a travaillées et on a obtenu notre matrice échelonnée réduite à partir de la matrice A. C'est ça l'algorithme. Maintenant, on va l'utiliser pour résoudre un système. À partir d'un système, on va l'écrire sous forme matricielle, on va réduire et échelonner la matrice et utiliser cette matrice échelonnée réduite finale pour résoudre le système. Bien. Partant d'un système d'équations linéaires qui s'écrit sous forme matricielle A fois X égale à B, qui a M équations N inconnues. A, c'est une matrice de M lignes N colonnes, de rang R. B est un vecteur fixé qui représente les membres à droite. X, le vecteur inconnu, dans lequel il y aura x1, x2 jusqu'à xn. Eh bien, on va partir de la matrice augmentée. Pour résoudre le système, on part de la matrice augmentée, AB, qu'on réduit sous forme échelonnée réduite par la méthode de Gauss-Jordan qu'on vient de faire. Et on a trois cas, voilà.
Si le dernier pivot obtenu, le dernier pivot de la matrice échelonnée réduite associée à AB se situe dans la dernière colonne, alors il n'y aura pas de solution. Si le dernier pivot n'est pas dans la dernière colonne, c'est-à-dire à droite de la barre, à droite de cette barre, eh bien, il aura deux solutions. Si on a autant de pivots que d'inconnus, si le nombre de pivots obtenus, ou bien si vous voulez le nombre de 1 à la fin, dans la matrice échelonnée réduite, les 1 qui commencent les lignes non nulles, il y en a autant que d'inconnus. Il y aura une unique solution qu'on lit directement dans la dernière colonne. On verra des exemples. Et si le pivot n'est pas dans la dernière colonne et qu'il y a moins de pivots que d'inconnus, on aura une infinité de solutions. Et on verra comment on décrit cette infinité de solutions. On va pouvoir exprimer les variables pour lesquelles on a trouvé un pivot en fonction des autres variables. Vous allez voir. Exemple. On part de ce système-là. 3 inconnus, 3 équations. On écrit la matrice augmentée, c'est celle-là, qu'on va réduire et échelonner. Qu'on va échelonner et réduire. Avec l'élimination de Gauss-Jordan. On y va. Donc on commence par la colonne 1, j égale à 1. On cherche parmi les valeurs de la colonne 1 la plus grande valeur en valeur absolue. Lorsque je dis la plus grande valeur en valeur absolue, ça veut dire les moins, je ne les regarde pas. S'il y avait des signes moins, je ne les regarde pas. Je prends la plus grande en valeur absolue, sans le signe moins. C'est celle qui va représenter mon premier pivot. Donc, parmi 1, 3 et 2, la plus grande c'est 3 évidemment. Donc c'est le premier pivot. Il se situe à la deuxième ligne, donc k égale à 2. K c'est l'indice de la ligne où se trouve le pivot. C'est non nul, donc on fait R égale à R plus 1, donc R égale à 1. Il faut échanger les lignes 2 et 1. On peut les échanger maintenant, ou bien après avoir divisé la ligne 2 par le pivot. Donc cette ligne-là, on la divise par le pivot, par 3, pour qu'elle puisse commencer par 1. Et donc, elle devient 1, 2 tiers, 1 tiers, 10 tiers. Ensuite, il faut la remonter, l'échanger avec la ligne 1, parce que k égale à 2 et r égale à 1 ici. Il faut que le premier pivot, si la première colonne est non nulle, il faut que le premier pivot soit en première position. Donc on échange les lignes 1 et 2 et la matrice devient celle-là. On échange tout simplement la première ligne et la deuxième ligne. Voilà. Maintenant on a notre pivot qui est bien placé, qui est 1. On regarde les autres coefficients de la colonne 1 et qu'il faut annuler. Ça veut dire ce 1 là et ce 2 là, il faut les annuler. Donc en ligne 2, en deuxième ligne, première colonne, le coefficient c'est 1. Comment on fait pour l'annuler? On remplace L2 par L2 moins 1 fois L1. Moins 1 fois L1. Le deuxième coefficient c'est 2. Pour l'annuler, on remplace L3 par L3 moins 2 fois L1. Après avoir fait ces calculs-là, la matrice qu'on obtient, c'est celle-là. On a bien annulé les autres coefficients de la colonne 1. Et la matrice qu'on obtient, c'est cette matrice-là. Pour ces calculs un peu compliqués avec les fractions, n'oubliez pas aussi que vous avez droit à une calculatrice non programmable. Bien, fini avec la colonne 1, c'est réglé, on passe à la colonne 2. Donc dans la colonne 2, j égale à 2, on regarde la valeur maximale en valeur absolue entre moins 5 tiers et moins 13 tiers. On ne regarde pas le 2 tiers. On a dit qu'il faut regarder qu'il faut chercher le maximum parmi
les valeurs à partir ou bien en dessous du dernier pivot trouvé, en dessous. Donc, entre moins 5 tiers et moins 13 tiers, le plus grand en valeur absolue, c'est moins 13 tiers. Donc, ce pivot, il est à la troisième ligne, k égale à 3. On divise cette ligne-là par ce pivot, moins 13 tiers. 0 divisé par moins 13 tiers, ça fait 0. Moins 13 tiers divisé par moins 13 tiers, ça fait 1, justement. C'est pour ça qu'on l'a divisé par moins 13 tiers. Moins 8 tiers divisé par moins 13 tiers, ça fait 8 treizièmes. Et moins 50 tiers divisé par moins 13 tiers. Moins 50 tiers divisé par moins 13 tiers, ça fait 50 treizièmes. Voilà. Maintenant, k égale à 3, r égale à 2. On a augmenté r de 1 parce que le pivot est non nul. Il faut échanger la ligne 2 et la ligne 3. Le deuxième pivot doit être situé en deuxième ligne maintenant. Voilà, on échange les lignes 2 et 3. La ligne 3 passe en deuxième position. Et elle commence bien par un 1. Maintenant, il faut annuler tous les autres coefficients autres que 1 dans notre deuxième colonne. Donc, le premier coefficient à annuler, c'est 2 tiers. Il faut l'annuler en faisant L1 moins 2 tiers fois L2. Le deuxième coefficient, c'est moins 5 tiers. Comment on l'annule? En faisant L3 moins 5 tiers fois L2. Comme ça va faire moins 5 tiers ici. Moins 5 tiers fois 1, ça fait moins 5 tiers plus 5 tiers, ça fait 0. Et là, ça va faire 2 tiers moins 2 tiers fois 1, et donc ça fait 0. Ce qui nous permet d'annuler les autres coefficients de la colonne. Et évidemment, il faut aussi calculer, faire tous les autres calculs. Seule la ligne 2 ne bouge pas ici. La ligne 1, on fait les calculs pour obtenir les nouvelles valeurs. Pour la ligne 3 aussi. Heureusement qu'il y a la calculatrice. Voilà, la deuxième colonne est réglée. On passe à la troisième colonne. Troisième colonne, il faut chercher la valeur maximale des coefficients en valeur absolue à partir du troisième coefficient, mais on n'a qu'un seul. 35 sur 13. Donc c'est le pivot. Voilà. Donc on divise cette ligne-là par le pivot, par 35 sur 13, et elle devient 0,01, 3. Parce que si vous divisez 105 treizièmes par 35 treizièmes, ça fait 105 sur 35. Et 105 sur 35, ça fait bien 3. Il est déjà en ligne 3. R égale à 3, K égale à 3. Donc pas d'échange à faire. Et donc, maintenant, il faut annuler les autres coefficients de la troisième colonne. Le moins 1 tiers, on l'annule en faisant L1 moins 1 tiers fois L3. Et le 8 treizième, le moins 1 treizième, pardon. Et le 8 treizième, il faut l'annuler en faisant L2 moins 8 treizième fois L3. Et notre matrice devient celle-là. On a bien annulé les coefficients. Et naturellement, ces coefficients ont changé aussi par le calcul. Voilà, on obtient bien une matrice échelonnée réduite. L'algorithme, en fait, qu'est-ce qu'il regarde? L'algorithme, il regarde aussi la quatrième colonne quand même. Donc, il va chercher la valeur maximale des coefficients de la quatrième colonne à partir de la quatrième position. Mais on n'a pas. Donc, il s'arrête. Voilà. À partir de la quatrième position, comme on a dit, il faut chercher parmi les coefficients en dessous du dernier pivot trouvé. En dessous du dernier pivot trouvé,
ça veut dire à partir de la quatrième position, mais il n'y en a pas de coefficient en dessous. Donc, il s'arrête. L'algorithme s'arrête. Et on est sûr que ce qu'on a trouvé à la fin est une matrice échelonnée réduite. Elle est bien échelonnée et réduite. Voilà. Alors maintenant, on regarde les règles du jeu pour la résolution d'un système. La première chose qu'il faut regarder, c'est le dernier pivot obtenu. Est-ce qu'il est dans la dernière colonne ou pas? Alors, le dernier pivot, il est ici. Il n'est pas dans la dernière colonne. Donc, on a dit qu'il y avait au moins une solution. Et on a combien de pivots? On a 1, 2, 3 pivots pour 3 inconnus. Les inconnus, c'était x, y, z. 3 pivots, 3 inconnus. C'est donc le cas d'une solution unique du système. Et cette solution n'est rien d'autre que 1, 2, 3. X égale à 1, y égale à 2, z égale à 3. C'est l'unique solution. Si on regarde le système de départ, vous remplacez x par 1, y par 2, z par 3. Vous allez obtenir à chaque fois, pour chacune des équations, 5, 10 et moins 10. C'est la seule et unique solution. Voilà, ça c'est le cas d'une solution unique. Deuxième exemple, on ne va pas refaire l'algorithme de Gauss-Jordan. On va donner directement la matrice échelonnée réduite qu'on obtient. Et après, on va apprendre comment décrire l'ensemble des solutions. Bien, on prend ce système, 4 équations, 5 inconnues. On écrit sa matrice augmentée AB. On lui applique l'algorithme de Gauss-Jordan pour obtenir une matrice échelonnée réduite. On trouve celle-là. Donc exactement par le même procédé qu'on a fait tout à l'heure. On trouve la matrice échelonnée réduite qui est ici. Alors, je regarde le dernier pivot. Il est ici, il n'est pas dans la dernière colonne. Ça veut dire qu'il y a au moins des solutions. Maintenant, j'ai combien de pivots? J'ai 1 et 2. 2 pivots. Les pivots, c'est les valeurs non nulles par lesquelles commencent les lignes non nulles. J'en ai 2. Et j'ai 5 inconnus. Donc, je suis dans le cas d'une infinité de solutions. Voilà. Alors, comment décrire cette infinité de solutions? Ça, c'est important. Alors, j'ai ma matrice échelonnée réduite finale. Elle va me donner un système qui va être équivalent au tout premier. Beaucoup plus simple, mais qui est équivalent. Donc, j'écris le nouveau système à partir de cette matrice échelonnée réduite. Comment écrire le système? Eh bien, tout simplement en faisant x1 plus 2x2 plus x4 moins 4x5 égale à moins 5. Deuxième équation, x3 moins 2x4 plus 3x5 égale à 4. Et après, les autres équations, 0 égale à 0, je n'ai pas besoin de les écrire. Donc, j'obtiens un nouveau système, beaucoup plus simple à résoudre, qui est exactement équivalent, qui est équivalent au tout premier qui était complexe. C'est-à-dire qu'on aura le même ensemble de solutions pour les deux, pour celui-là et pour le tout premier. Alors, ce nouveau système nous permet d'exprimer les variables pour lesquelles on a trouvé un pivot. Regardez, le premier pivot concerne la variable ou bien l'inconnu x1. Le deuxième pivot concerne l'inconnu ou bien la variable x3. On va pouvoir exprimer x1 et x3 en fonction des autres. Donc ici, ce que je fais, c'est que je fais passer tous les autres de l'autre côté de l'égalité. Et ça me donne x1 égale à moins 5, moins 2x2, moins x4 plus x5. Pareil pour la deuxième équation, ça me donne x3 égale à 4 plus 2x4 moins 3x5. Voilà. Et donc, ces deux égalités me permettent d'écrire l'ensemble des solutions. N'oubliez pas que pour donner une solution, il faut donner 5 valeurs.
une valeur pour x1, une valeur pour x2, pour x3, pour x4, pour x5. Alors, comment on écrit ça? x1, au lieu d'écrire x1 en première position, je vais écrire l'expression en fonction de x2, x4, x5. Après x2, qui va être un paramètre. x3, je vais écrire son expression. Et puis x4, x5, qui vont être nos trois paramètres pour décrire l'ensemble des solutions. Donc les inconnus pour lesquels on n'a pas trouvé de pivot joueront le rôle de paramètres, et les inconnus, les variables pour lesquelles on a trouvé des pivots, eh bien on les remplace par leur expression en fonction des autres. Ça nous donne un quintuplet, hein, un vecteur à 5 coefficients, et, et pour chaque valeur choisie pour x2, x4, x5, j'ai une solution. J'ai une infinité de solutions. J'ai 3 libertés, 3 degrés de liberté. Je peux donner à 3 paramètres les valeurs que je veux, et ça me donne une solution du système. C'est un ensemble de solutions qui est de dimension 3. J'ai 3 paramètres sur lesquels j'ai une liberté, et les deux autres variables, eh bien, j'ai pas de liberté dessus. Je dois remplacer leur valeur par l'expression donnée. Par exemple, si je remplace x2, x4, x5 par 0, 0, 0, ça me donne cette solution-là, qui va vraiment être une solution du système. Vous pouvez regarder le système au départ. Vous remplacez x1 par moins 5, x2 par 0, x3 par 4, x4 par 0, x5 par 0. Vous allez obtenir euh, les, euh, les 4 égalités. Là, si vous remplacez x2 par 1, x4 et x5 par 0, vous avez une deuxième solution. Là, si vous remplacez par 1, moins 1 et 1, vous avez une troisième. Et vous avez une infinité de solutions. Voilà. Voilà comment on décrit l'ensemble des solutions d'un système qui en admet une infinité. Et puis, dans le cas d'un système qui n'aura pas de solution, par exemple celui-là, on part de sa matrice augmentée, on la réduit, on l'échelonne, on trouve le dernier pivot dans la dernière colonne. Donc, on n'aura pas de solution. Parce que cela, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que 0 égale à 1, ce qui est faux. Donc on a un système incompatible ou incohérent. Et dans ce cas, on n'aura pas de solution. L'ensemble des solutions sera vide, l'ensemble vide. Alors, ça c'est pour la résolution du système. C'est la principale utilisation de Gauss-Jordan, mais on n'a pas que celle-là. On a dit qu'on pouvait calculer le rang grâce à cet algorithme, qu'on pouvait inverser une matrice et qu'on pouvait calculer le déterminant d'une matrice. Bien. Pour le rang, qu'est-ce qu'on fait? On part d'une matrice, on applique l'algorithme de Gauss-Jordan, on obtient notre matrice échelonnée réduite, je compte le nombre de pivots, ça fait 3, donc le rang est 3. Le rang, c'est tout simplement le nombre de pivots trouvés dans l'algorithme de Gauss-Jordan, tout simplement. Celle-là, si je pars de celle-là, j'obtiens cette forme échelonnée réduite, j'ai un seul pivot, donc le rang c'est 1. Le rang est tout simplement le nombre de pivots. Par définition, un pivot est différent de 0. Si je pars de celle-là, je trouve cette forme échelonnée réduite. J'ai 2 pivots, donc le rang est 2. Par exemple, pourquoi celle-là est de rang 1? Remarquez que toutes les lignes sont liées. La ligne 2, c'est moins 1 fois la ligne 1. La ligne 3, c'est 3 fois la ligne 1. Donc dès que je prends deux lignes, ils seront liées. Ils ne seront pas linéairement indépendantes. Comme elle est non nulle, donc le rang est égal à 1. Et avec Gauss-Jordan, il suffit de compter le nombre de pivots qu'on a trouvé dans cet algorithme. Troisième utilisation
calculer l'inverse d'une matrice. Bien. Pour ceux qui n'ont pas étudié les matrices, sachez que, déjà, la matrice identité IN, c'est la matrice carrée. Carré, ça veut dire qu'elle a autant de lignes que de colonnes, dont les coefficients sur sa diagonale principale valent 1 et les autres valent 0. Donc I2, c'est celle-là. I3, c'est celle-là. I4, c'est celle-là. Donc dans la diagonale principale, c'est cette diagonale qu'on appelle la diagonale principale. J'ai des 1 et le reste de coefficients, c'est 0. D'accord? C'est ce qu'on appelle la matrice identité. C'est la matrice qui joue le rôle de 1 en fait dans la multiplication. Lorsqu'on multiplie par 1, c'est comme si on n'a rien fait. Eh bien, pour le produit matriciel, lorsqu'on multiplie par IN, c'est comme si on n'a rien fait en fait. On obtient notre matrice de départ. C'est l'élément neutre de la multiplication des matrices. Bien. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice carrée inversible? Déjà, pour parler de l'inversibilité d'une matrice, il faut qu'elle soit carrée. Ça veut dire qu'elle a autant de lignes que de colonnes. Sinon, on ne parle pas d'inversibilité. Il n'y a pas d'inverse d'une matrice rectangulaire qui n'est pas carrée. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'elle est inversible? Eh bien, tout simplement lorsque toutes ces lignes sont linéairement indépendantes. Ça veut dire que son rang est égal à n, est égal au nombre de ces lignes. C'est aussi équivalent au fait que ces colonnes sont linéairement indépendantes. Toutes ces colonnes sont linéairement indépendantes. Ça signifie aussi que le rang est égal à n. Elle admet n lignes linéairement indépendantes. Ça veut dire que toutes ces lignes sont linéairement indépendantes. Son rang est maximal. Alors, c'est des équivalents, c'est des si et seulement si. Ça veut dire que l'une de ces conditions-là suffit pour dire que la matrice est inversible. Et si vous savez que la matrice est inversible, eh bien, toutes ces conditions sont vérifiées. Troisième condition aussi qui est vérifiée lorsqu'on a l'inversibilité, qui est équivalente à l'inversibilité, c'est lorsque la forme échelonnée réduite correspondante, c'est tout simplement l'identité. Lorsqu'on part de la matrice et qu'on applique l'algorithme de Gauss-Jordan et qu'on obtient IN exactement, la matrice identité à la fin, c'est que la matrice de départ était inversible. Si et seulement si le déterminant est non nul. Et l'inversible, si et seulement si son déterminant est non nul. Alors, le déterminant, évidemment, on ne va pas pouvoir en parler en profondeur. Hein. C'est un nombre qu'on calcule avec les coefficients de la matrice A. C'est une somme de produits de coefficients de la matrice A qui est assez complexe, assez longue, mais qui est très utilisée en algèbre linéaire. Et il est le plus utilisé comme critère pour parler de l'inversibilité ou pas d'une matrice. Ça veut dire que dès qu'on calcule le déterminant d'une matrice et qu'on trouve un nombre non nul, on est sûr que la matrice est inversible. Et s'il est nul, on est sûr que la matrice n'est pas inversible. Voilà. Pour les matrices carrées d'ordre 2 ou bien d'ordre 3, on a une façon simple pour calculer les déterminants. Après, en général, si on a déjà appliqué l'algorithme de Gauss-Jordan, on peut déduire le déterminant avec un calcul qu'on verra tout à l'heure. Rapide. Un calcul rapide qu'on verra tout à l'heure. Et puis la cinquième condition, qui est en fait la vraie définition de l'inversibilité. Hein. Dire qu'une matrice est inversible, c'est lorsqu'il existe une matrice B telle que A fois B est égal à l'identité. Lorsqu'on trouve une matrice B telle que lorsqu'on la multiplie par A, on trouve l'identité, IN, eh bien, la matrice est inversible et B, on l'appelle l'inverse de A. Et on note B égale à A-1. Par exemple, lorsqu'on multiplie 2 par 1 demi et on trouve 1, hein, ce 1-là, il va jouer le rôle de la matrice identité. Et on dit que 1 demi, c'est l'inverse de 2. Et 2, c'est l'inverse de 1 demi. Voilà. Pour les matrices, le 1, c'est IN. Bien. Alors, comment on calcule l'inverse d'une matrice avec Gauss-Jordan? On part de notre matrice carrée d'ordre n et on écrit la matrice augmentée A et à côté on met
pas B, parce qu'il n'y a pas de B, il n'y a pas de système. Là, on est en train d'essayer d'inverser une matrice. On écrit à côté la matrice identité IN. Et on applique l'algorithme de Gauss-Jordan. Si on obtient la matrice identité IN à gauche de la barre verticale, si à gauche, à la fin du processus, on obtient IN, eh bien A est inversible et l'inverse se lie à droite de la barre verticale. Si on n'obtient pas IN à gauche, la matrice n'est pas inversible. Par exemple, lorsqu'on part de A, on écrit la matrice augmentée AIN, ou bien AI3. 3 ici parce que la matrice A est d'ordre carré d'ordre 3. 3 lignes, 3 colonnes. Bien. Donc on écrit A et à côté on écrit I3. Ça c'est I3. Voilà. Et on va lui appliquer Gauss-Jordan. Lorsqu'on finit, on trouve cette matrice échelonnée réduite. Voilà. Elle est bien échelonnée réduite. Et on trouve en fait I3 à gauche. Eh bien, on peut dire maintenant que la matrice A est inversible et que son inverse n'est rien d'autre que la matrice qu'on lit à droite. On conclut que l'inverse de A, c'est celle-là. B égale à A-1 égale à cette matrice. Voilà. Donc Gauss-Jordan permet aussi de trouver l'inverse d'une matrice lorsqu'elle est inversible. Et même de dire si la matrice n'est pas inversible, c'est le cas où on ne trouve pas I3 ici. Voilà. Ça veut dire qu'on va trouver la troisième ligne nulle ou bien les deux dernières lignes nulles, etc. On ne va pas trouver le 1, 1 et 1. Il y a un exercice dans la fiche d'exercice pour calculer l'inverse d'une matrice avec Gauss-Jordan. Dernière utilisation, c'est le déterminant dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un calcul assez complexe à faire sur les coefficients d'une matrice lorsqu'elle est de grande taille, mais si on avait déjà fait l'algorithme de Gauss-Jordan, on déduit le déterminant en faisant quoi? En considérant le nombre de permutations de lignes qu'on a effectuées, combien de fois on a échangé de lignes, ce nombre de fois on va le noter P, et après les AKJ, ça veut dire les coefficients qui sont maximaux en valeur absolue qu'on a trouvé à chaque étape de l'algorithme. À chaque étape de l'algorithme, sur chaque colonne, on avait cherché le coefficient le plus grand, le maximal, en valeur absolue. Ben, c'est celui-là dont on parle. Donc on va prendre tous ces coefficients maximaux qu'on avait trouvés en cours de route et on va les multiplier. Et on va multiplier tout ça par moins 1 à la puissance le nombre de permutations de lignes ou bien le nombre d'échanges de lignes. Voilà. Ça nous donne le déterminant. Si l'un des valeurs maximales était 0, ça veut dire que si toutes les valeurs qu'on a testées étaient nulles, on s'arrête. Le déterminant est égal à 0. Là, c'est un abus de langage de dire si l'un des pivots est nul, parce que par définition, on avait dit que les pivots, pour dire que ce sont des pivots, il fallait qu'ils soient non nuls. Mais bon, là, ce qu'on voulait dire là, c'est le fait que la valeur maximale qu'on avait trouvée lorsqu'on a regardé les coefficients, c'était 0. Voilà. Exemple. Pour la matrice, la première matrice qu'on avait, pour laquelle on avait fait l'algorithme, page 15, on n'avait pas fait d'échange de lignes, donc P égale à 0. Le nombre d'échanges de lignes, P égale à 0. Et on avait trouvé les pivots 2, 3 demi et 4 tiers. Donc le déterminant, c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance 0, fois 2, fois 3 demi, fois 4 tiers. Et on trouve 4. 4 est différent de 0, donc on peut dire que la matrice est inversible. Le deuxième exemple, page 19. On avait fait deux échanges de lignes. On avait permuté deux fois les lignes. Donc P égale à 2. On avait trouvé le premier pivot 3, le deuxième moins 13 tiers, le troisième 35 treizième. Donc on fait moins 2 à la puissance 2, moins 1 pardon, à la puissance 2, fois 3, fois moins 13 tiers, fois 35 treizième.
Et ça nous donne moins 35, qui est non nul. Donc on peut dire que la matrice est inversible. Voilà. Il y a un exercice aussi pour calculer le déterminant après avoir inversé une matrice. C'est l'exercice 2 de la fiche. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Donc je vous laisse essayer de faire les exercices de la fiche, que je vais corriger bientôt. Et n'hésitez pas à revenir vers moi avec vos questions. Soit j'y répondrai dans les 2 semaines qui viennent, soit on répondra à tout ça lors de la dernière visio. Bon courage, au revoir.